nous prenons l'exercice 2. On va savoir ici que un point M de masse, petit m, se déplace dans l'air par rapport à un repère R0 ou X0, Y0, Z0 avec Z0 vertical ascendant. Ce point M est soumis au champ de pesanteur de vecteur G égale à moins GZ0, G positif, et à la réaction freinante de l'air RA égale à moins M fois alpha B, V étant la vitesse de M par rapport à R0, alpha positif. Question 1. Soit K un vecteur, montrez que si dérivé de K par rapport au temps est collinéaire à K, alors K est nul ou garde une direction fixe. Donc K désigne ici un vecteur. On dit de montrer que si la dérivée de K par rapport au temps est collinéaire à K, alors K est soit nul ou garde une direction fixe. Voilà. Donc, allons-y. Question 1. Nous allons supposer que la dérivée de K par rapport au temps est collinéaire à K. Et voilà ce qui va s'en suivre. Supposons que la dérivée du vecteur K par rapport au temps est collinéaire à K. Voilà. Ici, nous supposons que K est un vecteur de R3, bien évidemment. Donc, nous posons K égale, en fait, au triplet K1, K2, K3. OK? Donc, on pose ici K égale, c'est-à-dire K a pour composante K1 selon I0, K2 selon Y0, K3 selon Z0. Voilà. Donc, posons K égale à K1, X0, disons, plus K2, Y0, plus quoi? K3, Z0. Alors, tout le monde pose K égale à au triplet K1, K2, K3. Voilà. Nous allons supposer que la dérivée de K par rapport au temps, la dérivée du vecteur K par rapport au temps est collinéaire à K. Donc, supposons que, bon, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, on va dire par hypothèse, ou tout d'abord, nous allons chercher à dériver quand même, pourquoi pas. Donc, la dérivée de K, du vecteur K par rapport au temps serait égale à quoi? Donc, il s'agit de dériver chaque composante en fait. Donc, ça va être dérivé de K1 par rapport au temps, dérivé de K2 par rapport au temps, et dérivé de quoi? De K3 par rapport au temps. Voilà. Maintenant, comme nous avons supposé que la dérivée du vecteur K par rapport au temps et que et K sont collinéaires, nous allons en déduire de là que quoi? Et que par hypothèse, voilà, il existe une constante réelle alpha, bon, je vais changer de lettre, il existe une constante réelle petit a, telle que dérivée de K par rapport au temps soit égale à petit a fois K, comme les deux sont collinéaires, les vecteurs sont collinéaires, c'est ce qu'on peut dire quand même, bien. Non, pas seulement ça quand même, hein. Bon, en général, ça veut dire que la combinaison linéaire, qu'on peut trouver une combinaison linéaire qui est nulle. Voilà. Avec un couple de coefficients non nuls. Mais bon, on va garder ça comme ça ici. Je vais garder ça comme ça. Je vais dire que ça veut dire qu'il existe une constante réelle A, voilà, telle que dérivée de K par rapport au temps égale à A fois K. OK? Donc, ce qui veut dire que quoi? Si on dit que ça veut dire que ce vecteur est égal à A fois celui-ci. C'est bon? Ça veut dire le vecteur, c'est-à-dire le vecteur dont les composantes sont dérivées de K1 par rapport au temps. Voilà. Dont les composantes sont dérivées de K1 par rapport au temps. Dérivées de K2 par rapport au temps. Et quoi? Et dérivée de K3 par rapport au temps. Donc, ce vecteur est égal à A fois le second, donc qui est composé de quoi? De K1, de K2 et de quoi? Et de K3. K1, K2, K3. On voit que nous aurons l'égalité dérivée de K1 par rapport au temps est égal à A fois K1, dérivée de K2 par rapport au temps égale à A fois K2, dérivée de K3 par rapport au temps égale à A fois K3. C'est-à-dire que nous avons en général dérivé de KI par rapport au temps égale à quoi? A fois KI. I ici est un indice variant de 1 à 3.
Voilà. Et maintenant, nous savons que quand nous avons une équation différentielle comme ça, c'est-à-dire nous avons ici K'(i) égale à quoi? A fois Ki. Donc nous savons que les équations différentielles du genre y' égale alpha y là, nous savons les résoudre. Non? Solution générale, c'est y égale à c exponentielle de alpha. Ici, y ici désigne une fonction de x. Si y est une fonction de x. Alpha lui-même étant une constante réelle. C'est élément de R. On sait ça, donc c'est de cette même logique ici en fait. Si vous voulez bien, vous pouvez essayer en fait de séparer les variables. Sinon, bon, on peut donner la solution en même temps. Bon, celui qui veut quand même résoudre par séparation de variables pourra écrire que dérivé de Ki par rapport au temps est égal à quoi? A fois Ki. Avant de mettre dérivé de Ki par dKi sur Ki, voilà, égal à A fois dt. Et comme ça, ici, les variables sont séparées. Et après, il intègre. Voilà. Il intègre pour ici que quoi? Donc, une primitive du premier, intégrale de ça. Ln, n'est-ce pas? Ln de la valeur absolue de Ki, primitive de A. Donc, si on intègre, hein, voilà, plus une constante d'intégration, voilà, que je vais appeler B, B constante réelle. Donc, primitive de ça sera AT, AT plus B. Et là, on passe à l'exponentielle. On passe à l'exponentielle pour tirer valeur de Ki égale à exponentielle de quoi? AT plus B, ce qui fait exponentielle de B fois exponentielle de AT. Voilà. Donc, Ki, en gros, c'est de la forme, je peux poser C, c'est-à-dire ici, Ki, ça sera plus ou moins, c'est en valeur absolue de Ki qui est égal à ça. Donc, Ki, c'est plus ou moins exponentielle de B fois exponentielle de AT. On va poser ça là une constante de C, ça fait C exponentielle de quoi? Donc, on pouvait écrire ça depuis, mais bon, j'ai voulu rentrer dans les détails de la résolution. Sinon, à partir d'ici, je sais que quand j'ai K' dérivé de Ki égale à A fois Ki, Ki est donné par, voilà, une constante C fois exponentielle de AT. Donc, du coup, on a Ki égale à ça, une constante C fois exponentielle de AT. On a ça pour Ki. Donc, avec ça, que pouvons-nous dire? Voilà. En fait, c'est pour I égale à 1, 2, 3. Donc, c'est valable pour K1, c'est valable pour K2. Donc, K, en fait, c'est quoi? C'est K1, K2, K3. Hein. C'est K1, K2 et K3. Vous voyez ça? Alors qu'on a trouvé K égale à C exponentielle de AT. Donc, eux tous sont égaux à C exponentielle de AT. Hein. Bon, ce que je vais mettre, la constante C là, je vais écrire que ça dépend de. Voilà. C'est-à-dire, arriver ici, la constante B là, je vais plutôt la noter BI. C'est-à-dire que le B dépend de l'indice I, quoi. Le B, il faut le voir dépendant de l'indice I. C'est-à-dire, si on met dérivé de K1 par rapport au temps égal à A fois K1, dérivé de K1 par rapport au temps égal à A fois K1 là, la constante qu'on va obtenir lors de l'intégration, je vais la noter B1. Quand on prend la deuxième équation, la constante sera notée B2. Quand on prend la troisième équation, la constante sera notée B3. Puisque I varie, quoi. I varie 1, 2, 3. Voilà, donc il faut le faire ici comme ça. Donc BI, BI, comme ça, vous notez ceci comme une constante CI, quoi. Donc en général, en fait, la constante qui est ici dépend étroitement de l'indice I. Alors, pour K1, la constante est C1, pour K2, la constante est C2, pour K3, la constante est C3. Donc ici, nous aurons K1 égale à quoi? C1 exponentielle de AT. K2 égale à quoi? C2 exponentielle de AT. K3 égale à quoi? C3 exponentielle de AT. Vous voyez que je pourrais mettre exponentielle de AT en facteur et trouver quoi? C1, C2, C3 fois l'exponentielle de quoi? AT. Vous voyez que le vecteur K est collinéaire à un vecteur constant. Voilà, ce vecteur est un vecteur constant. C1, C2, C3 là, ça ne dépend pas du temps, quoi. Donc, ce sont des constantes réelles. C1, C2, C3 sont des constantes réelles. Donc, vous voyez que ça fait un nombre réel. Peut-être que je vais appeler, bon, comment? Un réel gamma, je vais appeler ça la gamma par exemple. Ça fait un réel gamma fois le vecteur U. Voilà, avec gamma égale à exponentielle de AT, qui est une constante réelle, et le vecteur U qui est égal à C1, C2, C3, qui est un vecteur qui est comment? Un vecteur constant.
qui est un vecteur constant, parce que indépendant du temps. Donc, on voit que K est collinéaire un vecteur constant, ou bien K est nul, dans le cas où gamma est nul. Donc, pour gamma qui est nul, on voit que K serait nul. Bien. Et pour gamma différent de 0, la seule chose qu'on peut dire là-bas, c'est que K est collinéaire au vecteur constant U. K est collinéaire à quoi? Au vecteur constant qui est U. Au vecteur constant U. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pose comme question? Question 2. Appliquer le théorème de la résultante dynamique en multipliant vectoriellement la relation obtenue par Z0 et en utilisant la question précédente. Montrer que le mouvement du point M a lieu dans un plan vertical. On va appliquer le théorème de la résultante dynamique et montrer que le mouvement du point A a lieu dans un plan vertical. Voilà. Donc, que dit le théorème de la résultante dynamique? 2. Théorème de la résultante dynamique. Théorème de la résultante dynamique. Théorème de la résultante dynamique. Nous avons dit que la somme des forces extérieures qui s'appliquent au point matériel M est égale à la masse du point M fois son accélération. Donc ici, nous écrivons que il y a le poids P, il y a aussi quoi? Le point M est soumis à son poids et aussi à la résistance, à la réaction freinante de l'air, R alpha. Donc plus R alpha, voilà, ça fait quoi? La masse du point M fois l'accélération du point M, n'est-ce pas? Fois son accélération. Voilà. Maintenant, nous savons que le poids P, ça fait quoi? Moins mgz0. D'accord? La réaction freinante de l'air, c'est moins m alpha fois le vecteur vitesse. Moins m alpha fois le vecteur vitesse du point M. L'accélération du point M, c'est la dérivée de ce vecteur vitesse. Voilà. L'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. L'énoncé nous demande de multiplier l'équation vectoriellement par Z0. Donc, on va multiplier vectoriellement par Z0. En multipliant vectoriellement par Z0, en multipliant vectoriellement par le vecteur Z0, on a quoi? Donc, on fait produit vectoriel par Z0, on fait Z0 vectoriel sur le premier membre, donc qui est moins mgz0 moins m alpha v. D'accord. Donc, égal à quoi? M fois Z0 vectoriel, quoi? La dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, on développe ceci de façon vectorielle. Donc, on aura Z0 vectoriel, Z0 qui est nul. Donc, ici, on a moins M alpha, Z0 vectoriel, quoi? V, qui est égal à M. Notez que Z0 est un vecteur constant. Comme Z0 ici est un vecteur constant là, Z0 vectoriel dérivé par rapport au temps, c'est la même chose que dérivé par rapport au temps en fait, de Z0 vectoriel V. De Z0 vectoriel V, oui, effectivement. Vous savez, c'est comme Z0 est un vecteur constant. Et comme il est constant, c'est comme s'il peut sortir en fait de la dérivation entre griffes quoi. Il peut sortir, il va laisser Z0 vectoriel. Donc, on peut remonter de là à là. Sinon, normalement, il faut appliquer la règle de dérivation des fonctions, des produits quoi. Mais comme ici Z0 est un vecteur qui est constant là, vous pouvez écrire ça comme ça. Ça revient au même parce que la dérivée de Z0 par rapport à T est nulle. Donc, il va laisser juste Z0 dérivé de V par rapport au temps en fait. Voilà. Donc, arrivé ici, nous allons écrire que nous pouvons écrire que la dérivée par rapport au temps de Z0 vectoriel V, ça fait quoi? De Z0 vectoriel V. On simplifie les M, ça donne moins alpha fois Z0 vectoriel quoi? Vectoriel V. Maintenant, on peut dire la question précédente. En quoi faisons? On pose K égale le vecteur Z0 vectoriel V. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on pose ça égal à K, on aura dérivé de K par rapport à T égal à quoi? Moins alpha fois K, n'est-ce pas? On voit que la dérivée de K par rapport à T est collinéaire à K. Donc, la dérivée de K par rapport au temps est donc, bon, il y a deux cas, hein. Soit c'est nul, soit c'est collinéaire à K. Donc, bon, je vais traiter les deux cas. Je vais dire que
Bon, en fait, on sait que d'après ce qui précède, soit K est nul, soit K a, est collé à un vecteur constant, c'est ça. Donc, on va dire, on va tester les deux cas. Donc, pour K nul, quoi. Dans le cas où K nul, pour K nul. Dans ce cas, on a quoi? On voit qu'on a Z0 vectoriel V qui est comment? Qui est nul. Voilà. Dans ce cas, on peut dire que le vecteur V est comment? Est collinéaire à Z0. Le vecteur V est collinéaire à Z0. Juste pour le vectoriel est nul. V est collinéaire à Z0. Autrement dit, V est de la forme une fonction de t fois Z0. C'est-à-dire V est de la forme 1 réel dépendant du temps hein, fois Z0. V est de la forme, disons, une fonction de t multipliée par le vecteur Z0. F ici, une fonction de R à valeur dans R. Voilà. Avec ça, vous voyez que vous pouvez tirer, disons, voilà, au lieu de mettre V égale une fonction de t, je vais mettre, voilà, V, comme Z0 est un vecteur inter, ça je dis que V égale à VZ0 en quelque sorte. Voilà, ça fait VZ0. Avec ça, vous pouvez tirer en fait le vecteur position. On sait que le vecteur vitesse est la dérivée en fait du vecteur position. Donc, on voit que vous pouvez écrire que la dérivée du vecteur position par rapport au temps, ça fait quoi? La dérivée du vecteur position par rapport au temps, ça qui est V fois Z0 là. V dépendant du temps. Hein. Donc, avec ça, vous pouvez primitiver. Vous pouvez primitiver et écrire que le vecteur position OM est de la forme la primitive de V. Donc, Z0 ici est une constante. Donc, il faut prendre alors une primitive de V. Voilà. Plus une constante d'intégration. Donc, ça fait une primitive de V fois Z0. Donc, voilà l'intégral de T0 à T. Hein. Bon. Donc, disons, le vecteur position est collinéaire à Z0. Bon, j'ai fait un abus de notation, j'ai mis T ici, j'ai encore mis T ici. Bon, c'est pas grave. Soit je change la lettre, le T en bas. Donc, bon. Donc, on voit que le vecteur position est collinéaire à Z0. Ça veut dire que le point M se déplace sur l'axe. M se déplace sur l'axe vertical. Sur l'axe vertical. Passant par O et du vecteur directeur Z0, quoi. Voyez-vous, toujours OM est collinéaire à Z0, vous voyez, non? C'est-à-dire que le point M est sur la droite, passant par O du vecteur directeur Z0. Voyez-vous, ce qui correspond à ce que l'énoncé dit. L'énoncé dit que le point M se déplace dans un plan vertical. Voilà. Comme le point M se déplace sur un axe vertical, automatiquement, il est aussi dans un plan qui est vertical. On est d'accord. Donc, dans le premier cas, M se déplace dans un plan vertical. Sur un axe vertical, donc sur un plan vertical. Maintenant, pour K qui est non nul, dans le deuxième cas, pour K non nul, d'après ce qui précède, voilà. D'après la question 1, si K n'est pas nul, alors K garde une direction fixe, une direction constante. Voilà. K garde K est collinéaire vecteur constant U, quoi. K est collinéaire vecteur constant U. K est collinéaire à un vecteur constant U. K est collinéaire à un vecteur constant que nous allons noter U. Voilà. Ici, je prends U non nul. U différent du vecteur nul. K collinéaire vecteur constant U non nul. Donc, dans ce cas, cela veut dire qu'il est une constante, voilà, C, et une constante C réelle, telle que K soit de la forme quoi? C fois U, n'est-ce pas? Car ne l'oublions pas, c'est Z0 vectoriel quoi? C'est Z0 vectoriel qui est de la forme C fois U. Avec cette relation, si on multiplie vectoriellement par Z0, on aura ici Z0 vectoriel V égale à quoi? C fois Z0 vectoriel U. Et on utilise la formule du double produit vectoriel en écrivant que ce double produit vectoriel, ça fait quoi? Z0 scalaire V multiplié par Z0 moins quoi? Z0 scalaire Z0, le tout multiplié par quoi? Par V égale à C fois quoi? Z0 vectoriel U. On est d'accord. À partir de là, on sait que Z0 scalaire Z0, ça va donner 1 puisque
Z0 est un vecteur unitaire. Donc Z0 scalaire Z0, ça va être la norme de Z0 carré, ça donne 1. Donc ici, ça va donner moins V. Donc, et ici, on a Z0 scalaire quoi? Scalaire V fois Z0 égale à C fois Z0 vectoriel U. À partir de là, je peux tirer le vecteur V. Le vecteur V est donc égal à quoi? Le vecteur V est égal à Z0 scalaire V, le tout fois Z0. Voilà. Ensuite, plus C fois quoi? Z0 vectoriel U. On est d'accord. Maintenant, ça, c'est le vecteur vitesse. Maintenant, pour tirer le vecteur position primitif, donc le vecteur position OM, ça sera une primitive de tout ça. Donc, il s'agit de primitiver Z0 scalaire V. Et aussi, voilà. Donc, vous allez primitiver. Z0 ici est un vecteur constant. Donc, ça va être intégral de Z0 scalaire V. Entre T0, T, je mets ici dt. Donc, on primitive ça. On multiplie par Z0 qui est constant. Ça sort de l'intégrale, quoi. Voilà. Ici, primitive de ça, Z0 vectoriel U est un vecteur constant. C'est bon? Donc, ça, c'est constant, quoi. U est constant, Z0 est constant. Donc, ceci est constant. Il faut primitiver. Donc, là, sera tout ça à la fois une constante. Comme si vous voulez primitiver 2 par rapport à T, c'est 2T plus une constante, mais tout de ce genre. Donc, ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre, voilà, plus primitive de ça là. Je vais mettre C facteur de T moins T0. Vous allez mettre CT tout simplement, en tout cas. Voilà, C facteur de T moins T0 fois quoi? Fois Z0 vectoriel quoi? Vectoriel, voyez-vous. Donc la primitive est de cette forme. Donc primitive de C, j'ai mis C facteur de T moins T0. Hein. Je suppose que pour T égale à T0, ici, le point M est en eau. Donc voilà. En gros, je viens de trouver que le point M se déplace dans un plan. C'est comme si c'était de la forme ceci là. C'est comme si c'est une constante. Bon. En tout cas, une fonction x de t fois z0. Si je mets x de t, on a l'impression que c'est tout là. Hein. Je vais mettre z de t fois z0 plus une autre composante. Bon, je vais noter, bon, disons p de t fois le vecteur z0 vectoriel u. On pourra donc dire à partir de là que M appartient à un plan. Quand vous avez ça là, le vecteur OM qui est égal à ça, ça veut dire que M appartient au plan passant par O. M appartient au plan passant par O. Et le vecteur directeur Z0 et Z0 vectoriel U. Le point M se déplace dans le plan passant par O et le vecteur directeur Z0, Z0 vectoriel U. Voilà. Donc, ça veut dire que le point M est dans un plan vertical. Un plan vertical, c'est juste un plan qui contient la Z0. Quoi. Ça contient la verticale au Z0, qui est vertical. Tu vois, non? Donc, en fait, quand le nocé dit de montrer que le point M se déplace dans un plan vertical, il faut comprendre par là que le point M se déplace dans un plan contenant l'axe. Bon, un plan, il se déplace dans un plan, disons, dirigé par le vecteur, voilà, dirigé par le vecteur Z0. Donc, Z0 est un vecteur directeur, quoi. Donc, comme Z0 ici, qui est un vecteur vertical, Z0 est un vecteur vertical, appartient au plan, bien, dirige le plan dans lequel M est. Dans ce qu'on va dire que M se déplace dans un plan vertical. Voilà, M se déplace dans un plan vertical. Voilà. Donc, c'est tout pour cet exercice.